La flat tax va passer de 30 à 33%. Et le gouvernement a beau avoir changé et la motion de censure avoir été votée, on retrouve pourtant actuellement les mêmes propositions de loi qu'il y a 2 mois. Et l'objectif final reste évidemment le même, te plumer jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. En commençant bien sûr par tes placements comme ton assurance vie. Alors comment tu vas te faire siphonner tes comptes? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Ce matin, en lisant un peu la presse, je suis tombé sur cet article de Capital. Impôts, la flat tax et la fiscalité sur les hauts revenus finalement augmentées en 2025. Donc on se souvient qu'à la base, c'était une proposition qui était dans le budget de loi finance 2025, mais finalement qui avait été refusée suite à la motion de censure. Et finalement, on voit que ça revient cette année. Donc pour rappel, la flat tax devait passer de 30 à 33%, et donc ça avait été refusé, tout avait été dégagé, et finalement on se retrouve avec cette proposition qui revient. Donc le gouvernement rencontre les leaders des différents partis politiques pour trouver des convergences sur les mesures fiscales du budget 2025. Voici celles qui pourraient vous concerner. Il n'y a pas de hausse d'impôts par rapport à ce qui a déjà été annoncé. C'est la promesse faite aux Français par le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, sur France Inter, ce lundi 6 janvier. Faut-il comprendre par là que la fiscalité pesant sur les particuliers n'augmentera pas cette année? Rien n'est moins sûr, car le prochain budget présenté dans les prochaines semaines au Parlement reprendra en partie le document étudié par les députés et sénateurs jusqu'à la censure du gouvernement de Michel Barnier. Pour que la période d'incertitude soit la plus courte possible, nous repartirons des textes en discussion au Parlement. A ainsi précisé le 5 janvier dans une interview aux Parisiens la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. Or, dans ce budget 2025, la première version, figuraient plusieurs mesures augmentant la fiscalité des ménages. Tout d'abord, la fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc quand ils disent hauts revenus, faut bien comprendre un truc, c'est que c'est pour tout le monde, classe moyenne en gros. Inscrite par le gouvernement dans le projet de loi finance pour 2025. Cette mesure phare visait à faire en sorte que les contribuables touchant des revenus élevés, donc 250 000 € pour un célibataire, 500 000 € pour un couple, paient un impôt moyen au moins égal à 20%. Un outil anti-optimisation fiscale qui ne pourra finalement pas s'appliquer, comme l'a confirmé Éric Lombard ce 6 janvier. Donc là, il parle de 250 000 €, 500 000 €, mais bien sûr, tout ça, dans un avenir très proche, ça sera amené à descendre pour finalement toucher tout le monde. La contribution des hauts revenus ne peut pas se faire suivant les modalités prévues en 2024 à concéder le locataire de Bercy. En revanche, on peut trouver des mécanismes qui visent à ce que les personnes qui ont des revenus importants participent au même effort fiscal que tous les citoyens. Il faut limiter les effets de l'optimisation fiscale, a-t-il martelé. Les arbitrages définitifs de l'exécutif en la matière attendront la fin des rencontres avec les différents partis politiques débutées ce lundi. Une flat tax à 33% sur les revenus de placement. Et les ménages les plus aisés pourraient ne pas être les seuls concernés par la hausse d'impôts en 2025. Car il n'est pas exclu que le taux de la flat tax, ou PFU, donc pour prélèvement forfaitaire unique, un impôt au taux global de 30%, dont 17,2 de prélèvements sociaux et le reste, on se retrouve à l'impôt sur le revenu, appliqué aux revenus de placement comme les dividendes et plus-values d'actions, intérêts de livret d'épargne, revenus de contrat d'assurance vie, donc ça c'est pour tout le monde, de plans d'épargne logement, les PEL, de comptes épargne logement CEL augmentent. La flat tax est à 30%, sauf pour les personnes qui ont des revenus importants, pour lesquels elle est à 34%. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table, aucune décision n'est prise, ni dans un sens ni dans l'autre, a indiqué Éric Lombard ce 6 janvier sur France Inter. Et alors que le gouvernement précédent s'était fermement opposé à une augmentation de la fiscalité sur les placements, le nouveau locataire de Bercy n'a pas fermé la porte à une évolution du taux de la flat tax. On aborde cette discussion de façon ouverte. Si cela devait bouger, cela ne peut être qu'une évolution modérée. Modérée, tout est relatif. La flat tax dans les pays développés se situe entre 30 et 35%. On verra par la suite que non, c'est faux. A-t-il poursuivi ? Une augmentation de 30 à 33% du taux de la flat tax, comme voté par le Sénat le 26 novembre dernier, n'est donc plus exclu. Donc là, ce qui m'énerve pas mal dans cet article, c'est qu'on vient dire que les personnes qui reçoivent des revenus issus du capital, donc là, en l'occurrence, pour les personnes qui vont payer de la flat tax, et il faut bien se dire un truc, c'est que tout le monde en paye. T'en payes, j'en paye, tout le monde en paye. À partir du moment où on a des placements en assurance vie, des plans épargne logement, comme ils ont dit, des CEL, tous ces trucs-là, naturellement, dès qu'on retire des bénéfices, ça devient des dividendes et donc on paye de la flat tax. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc
Donc là, quand on vient dire que des personnes qui ont épargné toute leur vie pour toucher une petite assurance vie, des trucs comme ça, on vient imposer ces personnes là-dessus, alors qu'il n'y a pas de raison en fait. C'est pas comme si c'était, on va dire, vraiment des revenus du capital. On faisait des allers-retours, des trucs comme ça, en achat-revente. À la rigueur, même si c'est quand même franchement déconnant, je trouve que ça serait un peu plus justifié que de taper sur des gens qui ont épargné toute leur vie et au final, on vient leur prendre encore plus d'argent qu'ils n'en donnent déjà. Ça, je trouve ça absolument pas normal. Parce que là, faut bien se dire un truc, c'est que si on se retrouve, par exemple, à retirer 100 000 euros de plus-value sur une assurance vie, sur une vie, c'est pas grand-chose, faut bien se dire ça. Et ben là, si on passe, par exemple, de 30 à 33%, ça veut dire qu'on aura 3 000 balles en plus qui vont nous être enlevées. Genre déjà 30 000, c'était pas assez. Non, il faut en plus qu'on nous prenne 3 000. Donc non, c'est vraiment pas normal, donc... C'est un coup de matraque fiscale encore en plus sur les personnes qui n'ont déjà pas des revenus énormes, qui se saignent au travail et qui au passage n'arrivent pas à vivre de leur travail décemment. Donc non, ça je trouve vraiment pas ça normal. Donc au passage, je t'ai fait un cours que tu pourras retrouver en description de la vidéo, donc c'est sur Bonsaï que ça se passe. Déjà, on va faire une petite présentation de la flat tax. Donc ça, je te l'ai expliqué en gros. La flat tax actuellement à 30% est un impôt unique sur les revenus du capital, incluant les dividendes, les intérêts et les rendements de l'assurance vie. Donc tout ça, c'est ce que je t'ai expliqué. Elle se compose de 17,2% de prélèvements sociaux et de 18,2% d'impôts sur le revenu. Donc c'est ce que je t'ai expliqué, les deux additionnés, ça fait 30%. Et là, on veut augmenter la part d'impôt sur le revenu pour l'emmener à 33%, voire même dans le pire des cas, c'est ce qu'il a été évoqué, de l'emmener jusqu'à 35%. Donc ensuite, les augmentations proposées par le gouvernement. Donc le gouvernement, sous la direction d'Éric Lombard et Amélie de Montchalin, envisage d'augmenter la flat tax à 33 ou 35%. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant. Cette hausse est perçue comme punitive et potentiellement confiscatoire. Donc c'est ce que j'expliquais. Des personnes qui ont épargné toute leur vie, il n'est absolument pas normal qu'on vienne leur taper dessus une fois qu'ils arrivent à la retraite pour leur prendre encore plus alors qu'ils ont cotisé toute leur vie. Clairement, ils se sont saignés toute leur vie. Parce qu'il faut bien se dire un truc, je crois, si je me trompe pas, que c'est du 1er janvier au 17 juillet, en gros, vous bossez pour le gouvernement. Et seulement à partir du 17 juillet, là, vous bossez pour vous. Donc clairement, si on n'est pas dans un état communiste, je sais pas dans quoi on est. Est-ce que tu sais quelle est cette journée? C'est une journée particulière. C'est le jour de ta libération fiscale. À partir du 17 juillet, tu travailles pour toi. Ou plutôt, jusqu'au 17 juillet, tu travailles pour payer l'État. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Molinari qui a fait une étude. Tu payes 54% d'impôts en France. Alors par exemple, qu'en Angleterre, à partir du 1er mai, eux, ils travaillent pour eux. Ça représente 32,9% d'impôts. Mais attends, peut-être que tu comprends pas bien, alors je vais te le dire autrement. Regarde, si tu veux avoir ces 100 euros dans ta poche, tu vois, si tu veux avoir ce billet dans ta poche, d'accord? Eh bien en fait, tu vas devoir payer 118 euros pour avoir 100 euros. Alors que eux, par exemple, ils vont payer seulement 49 euros. Donc ensuite, on a un impact large. La flat tax concerne toutes les classes économiques, pas seulement les riches, les classes moyennes et populaires ayant des livrets d'épargne, des assurances vie ou des petits investissements seront touchés. Donc oui, le livret A par exemple, lui, il est concerné. Quand tu places de l'argent sur ton livret A, tu places du capital. Donc à la fin de l'année, quand tu as des intérêts là-dessus, c'est soumis à la flat tax. Tu payes des impôts sur les intérêts, donc des dividendes en soi, que tu retires de ce placement parce que tu as mis en jeu ton capital. Les idées reçues sur les dividendes. Les dividendes sont en général critiqués par les classes sociales basses, alors que c'est en réalité une juste récompense pour les risques pris par les investisseurs, accessibles à tous et pas seulement aux grosses fortunes. Oui, parce que n'importe qui à l'heure actuelle peut toucher les dividendes en plaçant par exemple en bourse. Donc là, je vais arrêter de parler d'assurance vie, de livret A, de PEL, tout ça. On va juste parler des placements en bourse. N'importe qui à l'heure actuelle, par exemple, se crée un compte sur DeGiro, sur un type broker, sur Trade Republic, n'importe quoi, et peut investir, même vous pouvez le faire aussi au travers de votre banque via un PEA, n'importe qui peut investir et toucher des dividendes. Donc tout ça, ça impacte énormément le rendement de l'action, parce que naturellement, si on met de l'argent et que derrière on est fortement imposé dessus, ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant d'investir sur des entreprises. Donc naturellement, il y a de moins en moins
d'investisseurs qui vont se placer. Je parle vraiment pour la France. Et le problème, c'est qu'un pays sans investisseurs, c'est un pays mort. Parce que derrière, il n'y a pas de R&D. Donc la R&D, c'est recherche et développement. Il n'y a pas de R&D, il n'y a pas d'investissement massif qui se fait pour des nouvelles technologies, des trucs, des machins. Et derrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien du tout. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est souvent les gauchos qui viennent nous expliquer qu'il n'y a pas besoin d'actionnaires, il n'y a pas besoin d'investisseurs, rien du tout, il y a juste besoin des salariés. Non, il y a forcément besoin des actionnaires qui vont amener de l'argent massivement dans l'entreprise pour que celle-ci puisse se développer. Donc certes, il y a besoin des salariés d'un côté, mais il y a aussi besoin d'actionnaires, comme il y a besoin d'un patron, il y a besoin d'un conseil d'administration, il y a besoin de tout ce petit monde pour que l'entreprise puisse être profitable. Donc ensuite, on peut se comparer à l'international. Avec 30% d'imposition sur les dividendes, la France est par exemple bien au-dessus de la Bulgarie, où le taux n'est que de 5%, et pourtant on reste dans l'Europe. Là, on n'est même pas vraiment dans des paradis fiscaux ou quoi. Là, on reste juste dans l'Europe. Cela montre bien que nos politiques ne fonctionnent pas, car la Bulgarie est un pays qui fonctionne plutôt bien par rapport à nous. D'ailleurs, ça t'intéresse, je t'ai mis le lien d'un article en soi qui montre les différents taux d'imposition en fonction des pays, donc en Europe. Alors, je vais juste enlever ma tête pour que tu vois un petit peu mieux. Voilà. Donc par exemple, au niveau de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices, la Belgique, on voit, c'est 20-25%, la Bulgarie 10%, les îles Canaries 4%, Chypre 12,5%, bon, bref, on va pas tous les faire. Bon, on voit qu'il y a des paradis fiscaux, comme par exemple l'île de Man, mais bon, ça, on va pas les prendre en compte. Après, on a de l'imposition donc sur les chiffres d'affaires, donc par rapport à la TVA. Donc pareil, on voit que les pays comme la Belgique, tout ça, en gros, on va dire les pays du Benelux, la Belgique, le Luxembourg, tout ça, on voit que c'est plus ou moins la même chose, on est dans les 20% et quelques. Derrière, on a au niveau de l'imposition sur les dividendes, la Belgique, ils sont comme nous, 30%. Là, la Bulgarie, justement, j'en parlais, 5%. Les îles Canaries, 0. Chypre, 17. Danemark, 27. On voit que la France, on est à 12,8. Mais là, c'est parce qu'on parle vraiment de la partie de l'imposition sur le revenu dans les dividendes. On ne parle pas avec les cotisations sociales. Donc c'est pour ça que nous, on n'est qu'à 12,8. Mais derrière, il faut bien sûr rajouter les cotisations sociales. Donc là, on voit, quand on descend un peu, on a vraiment un peu de tout. D'ailleurs, le Royaume-Uni, on voit de 7,5 jusqu'à 38,1. Derrière, l'impôt sur le revenu, on voit pareil que c'est assez bas par rapport à chez nous, on va jusqu'à 45%. Donc certes, on peut toujours trouver plus, mais globalement, on vit quand même mieux dans d'autres pays avec le même niveau de revenus. Donc c'est là-dessus qu'il serait quand même intéressant de creuser. Enfin bref, revenons à notre cours. Donc, les dépenses publiques. Le gouvernement dépense sans compter dans des domaines qui ne sont pas du tout bénéfiques pour le pays. On parle bien sûr des aides sociales et tout ça, parce que donner à outrance, ça devient juste du n'importe quoi, et les gens préfèrent ne pas bosser plutôt que d'aller bosser pour gagner 100 ou 200 balles de plus. Alors qu'en réalité, quand on ne bosse pas, à toutes les aides qu'on a, tout ça, c'est de l'argent de poche. Alors que si on va bosser, on se retrouve comme un couillon à devoir payer des impôts. Et in fine, on a moins d'argent que le mec qui n'a rien foutu. Faut pas s'étonner qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas aller bosser. Une mauvaise gestion et les dépenses excessives ne peuvent conduire le pays qu'à la faillite. Et le problème, c'est que plus on plongera, et plus il y aura des hausses d'impôts qui ne serviront qu'à financer des inefficacités et des aides sociales mal gérées. Ah oui, parce que plus on va creuser et plus on va nous taper dessus sous prétexte que oui, c'est les riches, c'est ci, c'est ça. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que pour le gouvernement, les riches, classe moyenne, ils sont dedans. Alors que quand on est dans la classe moyenne, on s'en rend compte pas du tout. Donc ensuite, on a les politiques socialistes. Cette augmentation s'inscrit dans une logique socialiste, imposant une charge fiscale accrue aux classes moyennes sous prétexte de taxer les riches. D'ailleurs, il y a une petite faute, on va la corriger. Sous prétexte de taxer les riches, sans résoudre les problèmes structurels de l'économie. Ça, c'est ce que j'expliquais juste avant. Et c'est vraiment du socialisme à l'état pur. Il faut taper sur certains pour aider les autres. Eh oui, mais sauf que si la personne qui ne fout rien n'a pas de quoi vivre, ben c'est son problème, c'est parce qu'elle ne fout rien. On n'a pas à prendre dans ma poche, moi qui fais quelque chose, qui prend des risques, qui investit, qui lance des projets, on n'a pas à prendre dans ma poche pour donner à quelqu'un qui ne prend aucun risque, qui ne fout rien, qui préfère vivre des aides. Franchement, un organisme qui a besoin d'un autre, de la force vitale d'un autre pour survivre, ça s'appelle un parasite. Donc peut-être que ça choque, mais en attendant, pour moi, les gens qui ne branlent rien, qui sont au RSA et clairement qui ne font aucune démarche, qui ne veulent pas s'en sortir, moi j'appelle ça juste des parasites. Et ça, j'en vois tous les jours dans mon métier. Non, franchement, les parasites,
faut les laisser comme ça, tant pis. Enfin bref, option d'optimisation fiscale limitée. Bien sûr, on est en France. Les résidents fiscaux français ont peu d'options pour réduire leur fiscalité. Adopter le barème progressif entraîne souvent une imposition plus lourde, laissant l'expatriation comme seule alternative. Oui, parce qu'au niveau de la flat tax, il y a deux solutions. Soit on prend l'option à l'heure actuelle, à 30%, 17,2 de CSG-CRDS, donc les cotisations sociales, et 12,8 d'impôt sur le revenu, ou alors on a toujours les cotisations sociales à 17, ça ne change pas. Par contre, si de base on n'est pas imposable, on peut choisir d'utiliser notre propre barème d'imposition à la place du barème fixe d'imposition sur le revenu de la flat tax. C'est-à-dire que si je suis à 11% d'impôt, je peux choisir de payer 17,2 de CSG-CRDS plus mais 10% d'impôt, donc en soi ça m'amène à 27,2, donc c'est moins que les 30%, ça va être plus avantageux. Par contre, dès que je passe sur la tranche à 30%, 17,2 plus 30, ça nous emmène directement à 47,2, c'est pas du tout rentable de faire ça. C'est pour ça qu'il y a quasiment personne qui n'utilise le barème progressif. Il n'y a que les personnes qui optimisent vraiment leur gestion fiscale et qui vont tout mettre en société, qui vont juste se tirer quelques dividendes dans l'année. Ceux-là, en fait, oui, il est plus intéressant pour eux d'utiliser le barème progressif. Mais bon, c'est vraiment une infime minorité de la population, donc ça vaut pas vraiment le coup d'en parler. Ensuite, les conséquences économiques plus larges. Une augmentation des taxes risque de réduire le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. Remarque, j'ai mis risque, mais c'est même pas risque, ça donne ça. D'accroître les inégalités économiques et de freiner les investissements. Donc ça, comme je disais, freiner les investissements, voilà. Et un pays qui n'a plus d'investisseurs est un pays mort. Donc clairement, si tu dois retenir une seule chose de tout ça, c'est fais du fric. Si t'es comme moi dans l'immobilier, utilise des stratégies d'hyper rentabilité, comme par exemple ce que je fais, de la courte durée haut de gamme. D'ailleurs, tu pourras trouver, si ça t'intéresse, mon programme et un e-book en description de la vidéo, tu verras, c'est totalement gratuit. Et donc, comme je le disais, hyper rentabilité. Donc ensuite, tu fais une holding, tu fais remonter tous tes revenus dedans, ça te permet de les envoyer à l'étranger. Ensuite, tu t'expatries et là, t'es tranquille, tu peux réinvestir à l'étranger. Tu te fais pas dégommer par les impôts en France et là, tu t'en sortiras le mieux. En tout cas, personnellement, c'est ma stratégie. C'est peut-être pas la meilleure, mais en attendant, c'est celle qui me convient le mieux. Donc, si t'es comme moi, je t'invite à faire pareil. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si tu penses comme moi que notre pays court clairement à sa perte. Lâche également le petit like et l'abonnement. On est presque à 500 abonnés sur ma chaîne. Donc, encore une fois, merci et je te dis à plus. Salut!